Eh bien, merci à Eliana pour sa chronique quotidienne, un jour notre histoire. Et sans transition, vous le voyez, nous sommes dans notre studio avec notre ami le docteur Daniel Guggenheim. Bonjour. Docteur Guggenheim, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu comme chaque semaine dans notre studio pour nous parler économie, pour nous parler un peu social également et pour mettre en garde nos auditeurs contre certaines pratiques qui pourraient être problématiques et qui pourraient leur coûter d'une certaine manière, même sur le plan financier. Alors, nous allons commencer justement par ce qui préoccupe beaucoup de nos auditeurs, en particulier les plus âgés, ou dirons-nous les moins jeunes. Il s'agit des retraites. Alors, il semblerait, et dites-nous exactement de quoi il s'agit, que les retraites vont recevoir moins à partir de juin 2019. Les retraités vont recevoir moins à partir de 2019. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un peu inquiétant. Oui. Les retraites vont diminuer ? Oui, il y avait ceux qui sont passés hier à côté de Azrieli, à côté de là où il y a ce qu'on appelle Katem Shala, les bureaux, ont dû voir une manifestation de retraités. Il se passe la chose suivante, c'est que en 2003, il y a une crise. Tous les vieilles anciennes caisses de retraite allaient faire faillite. Le gouvernement, c'était Netanyahou qui à l'époque était ministre des Finances, a décidé de les nationaliser. Et une des choses qui avait été dit là-bas, qu'une certaine partie du financement prochain serait fait par une augmentation de l'âge de la retraite, comme dans tous les pays. Comme vous savez, pour les hommes, c'est passé à 67 ans, il y a quelques années. Pour les femmes, il y a des grandes discussions depuis plusieurs années, entre le ministère des Finances, la commission de finances à la Knesset et les organisations qui protègent les femmes, parce qu'il y avait un problème surtout pour les femmes qui n'avaient pas de grands salaires, pour les protéger. Et donc, ils n'ont pas encore arrivé à trouver un modus vivendi, et donc ça a été reporté au prochain gouvernement. Okay. Il manque de l'argent. Okay. Et donc, il y a une décision pour l'instant qui est prise, si ça ne change pas, qu'au 1er juin 2019, à cause de ce que je viens d'expliquer, les retraites que ces retraités touchent dans les vieilles caisses de retraite, il y en a 250 000 personnes. Souvent, c'est des gens qui ont des minces retraites, qui vont recevoir 1% de moins par an, par mois, ce qui fait, ça peut aller jusqu'à 1000 shekels par an, ce qui est énorme pour ces gens-là qui ne reçoivent pas des grandes retraites, de voir ces diminutions. Et donc, maintenant, la Histadrout essaie d'intervenir, il y a des manifestations, mais pour l'instant, la décision est de baisser les retraités, donc les auditeurs qui nous écouteraient. C'est une décision arbitraire ou c'est une décision qui est imposée par la situation économique ? C'était une décision qui avait été prise il y a un an à peu près par ceux qui dirigent les retraites, c'est-à-dire ce que je vous ai souvent parlé, Reshut Shukaon, Céline Guerre qui était avant, et elle avait dit, vu les calculs qu'il y avait, vu la loi, dans un an, c'est-à-dire maintenant, en juin 2019, il faudra baisser d'1% pour que, sinon, ces caisses de retraite seront de nouveau en déficit et donc ne pourront plus payer. Et donc, c'est une question de force et j'espère qu'ils arriveront à quelque chose de repousser au moins jusqu'à qu'il y ait un nouvel gouvernement, mais c'est effectivement une mauvaise nouvelle surtout pour les gens qui ont des faibles retraites. Oui, c'est ça. Mais il faut bien préciser, ce sont des retraites israéliennes. Il ne s'agit pas de ceux qui ont des retraites, qui perçoivent des retraites de France, c'est-à-dire des retraités français. Ça concerne les retraités en Israël, n'est-ce pas ? Oui, en France, c'est une des raisons qu'il y a eu des gilets jaunes, c'est parce que Macron a fait baisser les retraites, a mis des impôts en plus. Mais si je ne sais pas si les gens mettront des gilets jaunes, iront dans la rue pour... Ça n'a pas tellement marché. Alors, restons dans un domaine qui peut aussi, d'une certaine manière, intéresser les contribuables francophones d'Israël, avec un nouveau renforcement des dispositions sur le blanchiment d'argent. Oui, je voudrais rappeler, à la fin du mois, tous les gens qui sont israéliens et qui ont des comptes à l'étranger, ça arrive à certaines personnes, et qui ne l'ont pas déclaré en Israël, qu'ils ont un compte à l'étranger, les banques, ils seront de toute façon déjà en infraction, mais le fisc va le savoir. Pourquoi ? Fisc en Israël va le savoir. Parce que le 1er juin, il y a un accord international pour lutter contre le blanchiment d'argent. On en a parlé souvent. On en a parlé, oui. Et les banques du monde, la plupart des banques, c'est du monde entier, c'est là où les Israéliens, à mon avis, ont leur argent aussi, en Europe. On chacun dit qu'ils vont dire à l'autorité où la personnalité et sa nationalité, sache que chez moi, il y a un compte en banque.
Et donc, l'administration israélienne le saura. Et il y avait quelques mois, jusqu'au 1er juin, pour venir dire à l'État, vous savez, j'ai oublié de vous dire, j'étais fatigué, j'ai oublié de vous dire que j'avais un compte à tel endroit. Ouais. À partir du 1er juin, celui qui l'a pas fait, il sera en infraction, encore plus qu'avant, là, parce qu'il l'aura pas fait volontairement. Quand on dit infraction, ça veut dire quel genre de poursuite on peut être l'objet? Oui, des amendes sûrement. Ouais. Est-ce que de la prison, je pense pas. Ça dépend bien entendu des sommes. Vous savez que si on est Premier ministre, Rabin à l'époque avait dû démissionner à cause de ça, mais enfin, pas tout le monde est Premier ministre. Oui, et par tout le monde réagit comme Rabin aussi. D'accord, c'est exact. Alors, ceci étant... et très important, je voulais vous dire aussi, ça m'est arrivé cette semaine, puisqu'on parle de blanchiment d'argent, je ne sais pas si c'est l'hystérie ou pas. J'avais quelqu'un qui s'est adressé à moi, qui devait son portefeuille où il avait de l'argent, voulait un peu d'argent, quelques dizaines de milliers de shekels. Et elle voulait simplement dire, voilà, j'ai besoin que vous me donnez en liquide une partie. C'est une petite somme. Et alors, il a dit, je suis obligé de dire pourquoi vous avez besoin de cette somme. Mais c'est insupportable. Ça veut dire qu'on demande maintenant aux gens, et il s'agit de plusieurs dizaines de shekels, pas de 1 million et des choses comme ça. Et pourquoi vous avez besoin de cet argent? Qu'est-ce que vous allez en faire? Enfin, on est dans un pays démocratique. Je pense qu'il y a une certaine hystérie qu'il faudrait des établissements financiers et bancaires un peu faire. On ne demande pas, vous savez, il y a des valises pleines de billets qui passent au Hamas, on ne leur demande pas pourquoi. En général, ceux qui veulent le cacher, ils savent très bien comment le cacher. Et ceux qui ne savent pas le cacher, vous avez raison, en fait. Ils sont toujours c'est ça, c'est pas les bons qu'on embête. En fait, c'est généralement pas ceux qui sont les plus. Mais moi, j'avertis le public parce que je trouve d'abord c'est scandaleux et ça énerve et il faut réagir dans ces cas-là. Alors, vous parlez également de nouvelles dispositions concernant l'assurance automobile, qui devrait permettre aux contribuables de faire des économies. Oui, je veux déjà faire remarquer que la veille de notre chronique, il y a toujours des bonnes nouvelles chaque semaine, pour le public. Alors, dans ce cas-là, c'est la recherche dont on avait parlé, a décidé de prendre certaines dispositions. Encore une fois, c'est à l'état de brouillon, comme on appelle en hébreu tuta, c'est-à-dire c'est pas encore passé. Elle a envoyé hier pour pouvoir faire baisser de 3% la prime d'assurance que nous devrions payer dans la voiture. Moi, je trouve que les gens payent beaucoup pour l'assurance auto. Et après, même quand il y a un problème, on doit payer beaucoup pour la réparation, vous avez remarqué. Et pour plusieurs raisons. Et c'est un marché qui a eu presque 9 milliards de shekels, c'est énorme. Et lui, il voudrait arriver à faire pour les usagers, enfin pour ceux qui prennent l'assurance, à peu près 300 millions de shekels. Les grandes dispositions sont, et ça c'est très important, maintenant vous savez que des gens qui des fois, ils ont 2 fois fait des problèmes, ce qu'on appelle tviot, certaines compagnies ne veulent plus. Ou bien ça augmente très fort. Vous pourriez acheter une assurance en disant, si c'est, je veux pouvoir ne pas avoir déclaré si je dois faire une TVIA, si je dois demander de l'argent et que ça soit pas marqué dans mon dossier. On pourra l'acheter en plus. Alors, bien sûr, donc ça peut être, c'est pour ces gens comme ça peut être une bonne disposition. Il y a aussi au niveau des garages, vous savez qu'il y a des sommes folles qui sont prises. Au niveau des experts, ils trouvent qu'il y a un accord entre les experts et les compagnies d'assurance qui veut essayer maintenant d'empêcher et des diverses dispositions qu'il essaye. Maintenant, il parle, comme je vous dis, toute l'idée est de faire baisser le prix d'assurance. Mais encore une fois, j'ai vu dans les articles, tout va dépendre des compagnies d'assurance. Parce que eux, ils vont avoir un risque plus important, parce que, justement, pour les raisons que je vais vous dire, ils vont devoir peut-être accepter des gens qui ont eu des infractions, des choses comme ça. Et donc, ils vont peut-être, d'un autre côté, augmenter les prix. Et donc, on ne sait pas exactement comment ça... C'est la volonté, maintenant. Tout ce qui a été fait là, et pour baisser les prix et aussi des réparations, et aussi de votre prime. J'espère que ça sera fait, mais il faut voir, ça doit rentrer normalement en 2020, donc c'est dans quelques mois. Voilà. Et donc, on va voir comment ça se fait, mais c'est intéressant de toute façon de vouloir le faire. Alors, nous allons terminer avec un sujet dont on a beaucoup parlé dans les médias ces derniers jours, c'est les bouchons à l'aéroport, c'est-à-dire à proximité de l'aéroport d'Eilat, c'est-à-dire que vous savez que l'aéroport Ramon, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres d'Eilat, a été ouvert, l'ancien aéroport d'Eilat, qui se trouvait en plein cœur de la ville, a été fermé, et que donc...
normalement, la logique aurait voulu que ce parcours de 20 km entre l'aéroport Ramon et la ville d'Eilat puisse se concrétiser de manière facile et qu'il n'y ait pas de bouchons. Or, on constate qu'il y a énormément de bouchons et que c'est de plus en plus difficile d'arriver à Eilat en raison donc de la circulation très dense que l'on constate donc dans cette portion de la fin de la route de la Arava. Alors, comment on fait ? D'abord, une question, c'est-à-dire, cette personne n'a pensé à ce petit problème avant de construire l'aéroport de Ramon ? Vous posez bien les questions. Il y a la compagnie Israël, le chef de la compagnie Israël, qui est celui qui fait beaucoup de vols entre Tel Aviv et Eilat à l'intérieur, depuis plusieurs années, lorsqu'il a appris qu'ils allaient faire cet aéroport, a dit, mais on doit faire comme dans tous les pays européens, élargir la route, ou faire mettre ce qu'on appelle une rakevet kala, comme vous avez à Jérusalem, pouvoir faire un tramway qui n'aurait pas besoin de circulation, qui arriverait en un quart d'heure, 20 minutes d'un aéroport aux hôtels. Surtout que les hôtels subventionnent, je ne sais pas si les gens le savent, subventionnent l'arrivée des touristes du monde entier à Eilat. Ils donnent par touriste qui arrive 30 €, quelque chose comme ça, pour pouvoir. Et donc, il faut faire des choses exactement comme on dit. Et c'est-à-dire de préparer ce qu'on appelle les tachtis, de préparer les infrastructures avant de faire des choses de ce genre. C'est assez, on reviendra là-dessus, mais c'est assez marquant en Israël aussi. C'est-à-dire quand on a parlé ça fait des années que l'on parle de la ligne ferroviaire entre Jérusalem et Tel Aviv. Elle est en train de se terminer, mais on a oublié un problème, c'est qu'il n'y a pas assez de wagons. C'est-à-dire qu'il a fallu aller chercher les wagons et les locomotives d'autres lignes. Mais comment on ne peut pas planifier un truc comme cela ? Oui, vous avez tout à fait raison. C'est symptomatique, c'est le mot de ce qui se passe malheureusement dans les décisions des hauts fonctionnaires. C'est un vrai problème, ça. C'est un vrai problème en Israël. C'est quelque chose que l'on retrouve peut-être moins en France parce qu'il y a des fonctionnaires d'État qui sont là pour, on va dire, gérer une forme de continuité dans le pouvoir et qui peuvent planifier des programmes à très long terme. Or, en Israël, il semble que les ministres planifient le temps de leur mandat. Bien que le ministre des Transports, dans le cas précis, Israël Katz, est ministre depuis une dizaine d'années. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est une question d'abord politique, comme vous venez de le dire, des fois des mandats qui sont pas, on voit pas très très long terme. On veut absolument couper ce qu'on appelle le serret, couper le ruban. Le ruban, voilà. Vous m'avez dit le mot pour pouvoir dire aux gens on l'a fait. Mais en fait, dans la pratique, ce n'est pas comme il faut. Et donc, à Eilat, il y a un problème. Et alors, il y a un problème. À Pessah dernier, plein de gens sont venus de l'extérieur et ils ont eu 2h30 pour aller faire 20 km. Les 20 derniers kilomètres. Et dans ce cas-là, ils ont manqué leur avion, ou l'avion ne pouvait pas partir parce que la moitié n'était pas arrivée. Et les gens, vous pensez bien, ils le racontent. Et donc, une partie des gens qui ont eu cette mauvaise affaire, ils diront, nous, on ne va pas revenir à Eilat tant que ce problème ne sera pas résolu. Alors, après Pessah, justement, le ministère a dit qu'il va investir des milliards de shekels dans un projet d'infrastructure pour arriver entre Eilat et l'aéroport. Mais ça ne va pas prendre 2 mois. Ça va pas prendre 2 mois. Et il fallait le faire ensemble parce que c'est dommage parce que ça a été stupéfiant. Et c'est stupéfiant, effectivement. Ça prouve que même dans la Start-up Nation qui envoie des sondes spatiales sur la Lune, eh bien, il y a quand même des carences à ce niveau-là élémentaires qui sont stupéfiantes. Oui. Merci beaucoup, docteur Daniel Guggenheim, de nous avoir éclairé sur tous ces sujets. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour une nouvelle chronique hebdomadaire. Merci, à bientôt.